bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle audition contradictoire du Musée du Barreau de Paris où j'ai le plaisir de vous accueillir. Je suis Emmanuel Pirat comme conservateur de ce musée, le plus progressiste des conservateurs mais malgré tout. Avec à mes côtés 4 invités pour 3 livres, dont au moins 3 avocats. Il y en a un qui va finir par rejoindre le barreau, qui va se sentir tellement fautif. Donc à mes côtés, je vous les représenterai dans un instant un peu plus longuement Nicolas Laurent Beaune, universitaire et avocat et co-auteur de ce Joseph-Marie Portalis. J'insiste sur le prénom pour éviter toute confusion avec le père de ce Portalis dont nous allons parler ce soir, qu'il a co-signé avec Raphaël Cahen, universitaire aussi. On glisse vers une période plus récente, mais avec une biographie de Pierre Gide par Michel Guéner, avocat et écrivain. Comme étiquette, je pense que ça vous résume assez bien. Notre avocat écrivain, alors là on bascule dans la fin du XXe siècle et le XXIe siècle avec les chroniques de garde à vue, commis d'office, chronique de garde à vue, de Thierry Chevillard, qui est un habitué des services de la maison. Parce qu'il est avocat écrivain et qu'il a déjà eu il a déjà été invité à de multiples reprises pour ses ouvrages littéraires ou juridico-littéraires. Juste pour vous rappeler que le musée du Barreau de Paris, évidemment, en ce moment, n'est pas tout à fait ouvert au public, mais qu'il est une branche, on va dire, de l'ordre des avocats au Barreau de Paris, qui conserve des trésors absolument merveilleux. Nous avons notre possession, nous montrons habituellement les archives, on va dire, de l'histoire de la justice et donc de l'histoire de France, avec celle du procès de Marie-Antoinette, du procès de Louis XVI, toutes les plus belles archives, je crois, sur l'affaire Dreyfus et sur l'affaire J'accuse, puisque nous avons hérité des dons des bâtonniers qui ont défendu et Alfred Dreyfus et Émile Zola. Il y a très grandes affaires du XXe siècle, et ça se prolonge jusqu'à des affaires très récentes, puisqu'il y a aussi bien des documents qui viennent de Jean-Marc Varro défendant Maurice Papon et aussi de ses contradicteurs de l'autre côté, qui nous ont donné des carnets d'audience, des dessins d'audience, des notes de plaidoirie, mais aussi les archives de Jacques Vergès. Voilà. Donc pour la partie la plus récente. Et c'est un musée qui vit et dont les collections s'accroissent et s'enrichissent en essayant de ne pas se concentrer que sur le barreau, pas que sur le barreau de Paris, mais sur l'histoire de la justice au sens large, magistrats, hommes et femmes de droit, avocats, historiens. Voilà. Vous êtes ici donc dans cette audition qui est mensuelle à peu près, dans laquelle nous réunissons des auteurs liés au monde du droit, mais qui n'écrivent surtout pas un manuel de procédure pénale ou de procédure civile. Il y a d'autres institutions qui leur font un très bon accueil et nous nous intéressons aux idées, à la littérature, à l'histoire. Il y a donc à mes côtés, comme je l'ai dit il y a un instant, Nicolas Laurent Beaune et Michel Guéner. Vous êtes avocat, mais vous êtes d'abord, je crois, universitaire. Oui. Je pense que c'est dans cet ordre-là que vous aviez envisagé les choses. Vous êtes toujours, je crois, professeur à l'école de droit de l'université Clermont-Auvergne. C'est exact. Parfait. Donc ma fiche est à peu près à jour. Et vous avez déjà signé de nombreux articles et des ouvrages pour lesquels on ne vous aurait pas nécessairement invité parce que c'est droit patrimonial et droit notarial ou droit patrimonial de la famille. C'est passionnant, mais ce n'est pas dans le cadre du musée. Voilà. Et je pense que c'est votre première incursion comme livre, je ne parle pas comme article ou comme sur un terrain qui n'est pas purement juridique. Ah oui, enfin, je suis historien du droit, donc j'enseigne l'histoire du droit, et pour ne pas dire que l'histoire du droit, et mes recherches portent principalement sur l'histoire du droit et de plus en plus sur l'histoire de la pensée juridique. Donc en effet, j'ai un peu délaissé le champ de la technique juridique et du droit patrimonial de la famille pour me glisser avec mon collègue Cahen vers des sujets plus en lien en effet avec l'histoire de la pensée. Très bien, vous nous expliquerez dans un instant l'intérêt qu'a présente ce Portalis qui est Joseph-Marie. Alors c'est sous-titré diplomate, magistrat et législateur. Vous en êtes les co-directeurs, Raphaël Cahen et Nicolas Laurent Beaune, et c'est aux presses universitaires d'Aix-Marseille, au PUAM. Et pour vous, Raphaël Cahen, donc je vous présentais tout à l'heure en disant que vous êtes universitaire et pas avocat, mais c'est déjà formidable. Et vous êtes à l'université qu'on dit, alors pardon pour mon flamand, mais Vrije ou Libre, c'est l'équivalent de l'université libre de Bruxelles. C'est la vraie université de Bruxelles, donc c'est l'équivalent flamand de l'ULB. De l'ULB, puisque donc, les Belges ont tout en double.
la version flamande et la version wallonne. Ouais, moi, je suis un produit de l'Université catholique de Louvain, donc dans la version francophone. J'ai terminé mes études, Oui, vous voyez. Donc, oui, oui. une autre branche. Il y a aussi la KU Leuven, donc la version flamande qui existe également. Oui, je sais bien, qui est un peu plus ancienne et un peu plus, un peu plus référencée. Vous y enseignez, je crois, l'histoire des idées des institutions politiques, droit international, l'histoire du droit international, l'histoire de l'Europe, des relations franco-allemandes, de l'immigration politique. Enfin, il y a plusieurs. Oui, là c'est plutôt mes champs de recherche, mais oui, pour l'enseignement, oui, histoire de l'Europe, et puis j'ai un cours qui est sur l'histoire du droit international. Très bien. J'ajoute aussi, pardon, avant de vous faire revenir tout à l'heure sur ce livre et sur cette biographie, enfin, moi j'appelle ça une biographie, mais c'est un livre biographique, on va dire, oui, un livre sur les différentes facettes de la vie d'un homme important, d'un homme de droit important. Pas que de droit, mais notamment de droit. Et c'est publié, je l'indique, avec le concours de la Fondation Napoléon, parce que c'est le 2021, année Napoléon, il y a le logo officiel avec le bicorne. Voilà, c'est une année d'anniversaire de naissance ou de mort. Alors, il y a Flaubert, Baudelaire, Napoléon. Il y a quelques commémorations importantes. Oui, parce qu'en fait, c'est un livre collectif, et donc il y a plusieurs rédacteurs, et donc il y a plusieurs interventions, et notamment Thierry Lenz, qui est le directeur de la Fondation Napoléon, nous a fait un article sur justement la fameuse séance du Conseil d'État où Portalis a été renvoyé par Napoléon. Et donc c'est pour ça que ça rentre aussi dans le cadre du bicentenaire. Voilà. Renvoyé, mais a quand même beaucoup participé à la rédaction du Code civil. Alors c'est toujours le fils. On est sur le fils, on n'est pas sur le père, on va y venir dans un instant. C'est le fils qui a été renvoyé du Michel Guéner, pour ce qui vous concerne, vous êtes avocat et écrivain. Alors avocat, je ne sais pas depuis combien de temps, écrivain, ça je connais vos livres depuis, qui portaient sur d'autres sujets ou des sujets assez loin, si je puis me permettre, d'une biographie d'avocat ou d'une biographie de juriste. Il y a beaucoup de livres sur, on va dire, les idées libérales, notamment. Je pense, si je devais les connoter un peu politiquement, on n'y voyait rien de péjoratif. Les connoter, les désigner, pardon, les désigner, vous avez raison. Il faut terminer la révolution libérale, le génie français, mais il y a aussi, alors au milieu de tout ça, un code de l'énergie, le cadre juridique des campagnes électorales, donc il y a à la fois la part technique et puis la part, on va dire, plus de l'histoire des idées ou des idées, le prince moderne, les limites de la volonté, le retour des États, et puis d'un seul coup cette biographie, et on est presque étonné qu'elle n'ait pas existé avant, de Pierre Gide, du nom du fondateur ou du cofondateur du plus grand cabinet d'avocats français. Exact. Et je suis parti à la recherche d'une personne qui... vous avez cité tout à l'heure, dans les archives du musée, beaucoup de grands avocats. Vous avez cité Vergès, vous avez cité d'autres aussi, et Pierre Gide en fait partie au XXe siècle. Mais nous n'avons pas encore ces archives. Mais personne, je les ai, voilà. je les ai On attend votre contribution et le don du cabinet Gide. Et ce sera une décision de mes associés, je ne peux pas décider ça, on est 100, donc c'est très compliqué. Non, ce que je veux dire, c'est que Pierre Gide est une personnalité considérable, mais qui a été totalement mis sous silence. Et c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'un homme qui a fondé une pratique très innovante dans le barreau, la pratique du barreau d'affaires, personne ne s'est intéressé à lui. Il a comme été maudit par une certaine réputation, et je me suis adossé à son destin pour essayer de voir quelle était la vérité de cet homme. Ce que j'ai tenté de faire. Non, mais je crois que vous l'avez assez réussi. On va y revenir aussi. Merci beaucoup. Et donc Thierry Chevillard, alors qu'on a fait venir déjà à plusieurs reprises, notamment au Salon du Livre du Barreau, parce qu'il est aussi avocat-écrivain, un peu comme vous. Vous partagez avec deux activités importantes. Je pense qu'aucune n'est vraiment l'accessoire de l'autre, et qu'elles sont toutes les deux. C'est un titre auquel évidemment je suis particulièrement attaché, celui d'avocat-écrivain. Et Thierry, tu as, parce qu'on se tutoie dans la vie, donc je ne vais pas maquiller le tutoiement parce qu'on est enregistré ou filmé. Tu as publié alors des livres très divers et très divers, de littérature. Alors, je vous cite, il y a plusieurs ouvrages, il y a une trilogie, il s'appelle Le Bouc du Mal, Chagat, Voyou, L'homme du camp.
Voilà, il est avocat au barreau de Paris depuis 89, donc ça lui fait une trentaine, un peu plus de 32 ans de barreau. Il est chargé surtout de traiter avec d'autres confrères au barreau pénal, les commissions d'office du tribunal judiciaire et de la cour d'appel. Et donc après beaucoup de livres très littéraires, celui-ci est évidemment celui d'un écrivain, mais d'un écrivain qui se repenche d'un seul coup sur cette pratique de la garde à vue, ou sur plutôt, c'est pas un manuel de garde à vue, il en existe, ce sont des chroniques sur la garde à vue de commis d'office. Voilà, écoute Emmanuel, c'est une plongée dans l'humain. C'est une plongée dans l'humain. Voilà, parce que la garde à vue, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est d'abord stressant pour la personne qui est mise en garde à vue. C'est compliqué par rapport aux victimes qui existent. C'est compliqué pour les enquêteurs, c'est compliqué pour le parquet, c'est compliqué pour les avocats. Et tout d'un coup, il y a un humain qui est seul, totalement seul. Et la seule personne qui lui parle, c'est l'avocat. Et il faut savoir parler, il faut savoir comprendre, il faut savoir anticiper, il faut savoir convaincre la personne, convaincre peut-être les OPJ et indirectement le procureur de la République. Voilà, c'est très très riche, c'est très violent sur le plan social, sur le plan psychologique, c'est très violent, mais c'est passionnant. Alors, je fais un bémol, toutes les gardes à vue ne se prêtent pas à une analyse. Et toutes ne se prêtent pas à donner des noms, je crois, enfin, dans la mesure où on exerce encore et que les clients sont éventuellement ou en détention ou sortis grâce à leur avocat. C'est absolument anonyme, j'ai modifié les commissariats, j'ai modifié les services d'enquête, c'est absolument anonyme, je veux pas de problème. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est vraiment l'humain. C'est décrire une situation par rapport à un homme qui est placé en garde à vue. Un homme ou une femme placée en garde à vue. Et alors cette garde à vue, elle n'existait pas quand tu as commencé au bar. Enfin, c'est que si, elle existait, pardon, mais sans avocat. Sans avocat. Quand tu as commencé comme moi, il y a un peu au prou quelques années. Tout à fait. Donc, tout à fait. Ça a été une révolution. Alors, si tu veux, la police judiciaire savait pas comment nous prendre, à vrai dire, et la police judiciaire avait peur des avocats en garde à vue. Ils se sont assez vite aperçus qu'on fluidifiait les choses, qu'on permettait qu'il y ait moins de stress, moins de violence, parce qu'à partir du moment où la personne placée en garde à vue sait globalement vers où elle va, il y a tout d'un coup, comment dirais-je, moins de stress, il y a moins d'anticipation sur les choses anormales qui peuvent se passer. C'est pas pour autant qu'on est toujours les bienvenus dans un commissariat de police, non? Non, bon, bien sûr. Mais si je vais me permettre, c'est le fils de flic, petit-fils de flic qui parle. Hein, donc, oui, mais tu sais, on a fluidifié les choses et c'est pas mal. Et puis, il faut le dire, avant qu'on intervienne, il y avait des problèmes de violence. C'est vrai. Il y a une phrase d'avant-propos qui dit tous les événements relatés sont vrais, seules les impressions m'appartiennent. Voilà, absolument. Donc, et ce sont des chroniques, effectivement, des instantanés ou des scènes humaines, des scènes de vie et des incursions dans des commissariats et aux côtés de gardés à vue très divers d'ailleurs. Ouais. Je veux que ce soit rapide, si tu veux. Je veux qu'on rentre rapidement dans ce qui fait le nerf un petit peu de cet humain. Voilà. Je m'attache vraiment à l'humain. Et qu'est-ce qui fait d'un seul coup qu'on se met à écrire sur son métier après avoir fait, alors moi j'avais beaucoup aimé 7 tableaux de la vie d'une call girl, mais qui me semblait quand même assez loin de ta pratique professionnelle, j'espère, enfin quotidienne, enfin peut-être que tout est possible. Mais là aussi, tu vois, c'était l'humain, c'était le parcours d'une femme, en 7 tableaux. Voilà, j'ai écrit des pièces de théâtre, elles ne sont pas jouées, j'ai écrit un scénario, j'essaye de le proposer, tu vois. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est le cheminement d'un être. Voilà. Et à travers ces chroniques, ce sont des êtres, et nous confronter à ces êtres dans une situation anormale qu'est la garde à vue. Voilà, c'est un petit peu ça. On est loin du monde de Pierre Gide. Je ne sais pas si je pense pas qu'il ait. J'ai lu très attentivement votre biographie, mais j'ai pas l'impression qu'il ait été commis d'office pour faire des gardes à vue. Ce n'est pas en tout cas de son époque voilà. Non, mais il a assisté des chefs d'entreprise dans des situations extrêmement difficiles. Il était un avocat, et avocat confronté aux difficultés ou aux challenges de ses clients, c'était plutôt un combattant, et il a accompagné, notamment à l'après-guerre, des gens qui étaient en situation très difficile. Grand dossier de l'occupation dont il s'est occupé, la vente des mines de bore à l'allemand. Le président Eugène Mirabeau, qui est inculpé en 1944, Pierre Gide va le voir, le défend, écrit
aux nouvelles équipes qui sont à la chancellerie. Et il se bat, non, au contraire. Il a l'image, parce qu'il a créé un cabinet d'avocats d'affaires qui est très confortable aujourd'hui. Il doit avoir l'image d'un avocat d'affaires très loin des périples judiciaires communs. C'est faux. Il a d'abord été un avocat. Alors certes, il avait cette double formation initiale qu'il a distinguée très vite de ses collaborateurs, puisqu'il était barrister, en même temps qu'avocat au barreau de Paris. Et donc, très vite, quand il ouvre son cabinet en 1920, il a une double casquette. Il est avocat au barreau de Paris, et au barreau de Londres, aussi l'équivalent du barreau de Londres. Il est le seul à Paris à être à Londres et le seul à Londres à être à Paris. Donc en 1920, il est une explosion, un cocktail d'innovation. Mais il est avocat et il plaide pour des clients qui restent, comme vous l'avez dit, cher Thierry, des gens, des aventures humaines, il les a connus. Il les a connus sans difficulté. Ça n'a jamais été un affairiste guindé. C'était un homme qui s'est distingué par le conseil aux entreprises. Il n'était pas le conseil de personnes physiques, mais à travers les entreprises, c'était les présidents, les directeurs de sociétés, et il les a aidés, conseillés, et il s'est battu pour eux, avec l'argument juridique, bien évidemment, puisque ça c'est notre arme à tous, mais vraiment, vraiment, sans la peur de l'adversaire. Mais il n'est pas fils d'avocat, fils de magistrat, ni fils de chef d'entreprise. Il est fils non, mais il est né dans une famille tout de même entourée d'avocats. Alors il était le cousin de Gide, prix Nobel de littérature. Et comme il avait un peu d'humour, il disait « Nous appartenons à une famille de robes, sauf André ». Mais c'était de l'humour, hein, c'était de l'humour, évidemment. Et par contre, la sœur de son père avait épousé le grand Sarru, qui a été premier président de la Cour de cassation et qui était une personnalité, et qui a, d'après les archives que j'ai retrouvées, qui a conseillé à Pierre Gide de ne pas suivre un destin ordinaire d'avocat, pardonne-nous tous, mais sitôt qu'il a eu la licence en droit et qu'il a prêté serment au barreau de Paris, d'aller à Londres, et il a étudié 4 ans à l'Inns College, l'un des 4 Inns College, et quand il rentre à Paris, bon, il fait la Première Guerre mondiale, sitôt celle-ci terminée, il ouvre son cabinet avec cette double casquette. Et ça fait son innovation sur le fond, sachant que pour le reste, dans la forme, il est un avocat comme nous tous ou presque. Vous évoquez les archives elles sont au cabinet Gide aujourd'hui, elles sont dans la famille, où est-ce qu'on les trouve? Non, en fait le cabinet avait gardé 30 cartons d'archives de Pierre Gide, et particulièrement les archives de la Seconde Guerre mondiale, puisque Pierre Gide a la caractéristique, comme beaucoup d'avocats, on n'a pas compris cela. Quand en 1940, il a été banni de la profession pour faire alors, ça. Quand en 1940, oui. Quand en 1940, la France bascule, il décide de laisser ouvert son cabinet parce qu'il a à la fois des entreprises qu'il appelle, il a 3 collaborateurs juifs qu'il veut aider, et il a beaucoup de personnes physiques, notamment qui lui sont recommandées par l'ambassade des États-Unis parce qu'il est le président de la Chambre de commerce franco-américaine qu'il va défendre de 40 à 44. En 44, c'est pas tant des libérateurs qui sont à la chancellerie que des communistes, et c'est pas tant une lutte contre des collaborateurs qu'il mène, qui n'a pas été, qu'une lutte contre des capitalistes. La vraie guerre, la vraie après-guerre, la vraie bataille de 44, c'est communiste versus capitaliste. Et l'homme à flinguer, c'est Pierre Gide, notamment de la part d'hommes que je cite, qui sont au secrétariat général de la chancellerie et qui vont mener une guerre à outrance contre des hommes qui étaient aux côtés d'entreprises et qui pour eux étaient à casser professionnellement, ce qu'ils ont fait. Donc effectivement, Pierre Gide, puisque vous me lancez là-dessus, très vite je vous le dis, il a été 8 ans en dehors du barreau, parce que le Conseil de l'Ordre a considéré que il avait, petit 1, voilà les 2 griefs finaux, c'est dérisoire. Petit 1, il avait rémunéré des non-juristes à son cabinet, et petit 2, il avait manqué de prudence dans le contact avec l'ennemi. Mais, dit-il, ce même Conseil de l'Ordre, il n'a jamais conseillé les Allemands. Donc il est propre. D'ailleurs, je n'aurais pas entrepris ce livre jusqu'au bout si Pierre Gide avait collaboré. Il n'a pas collaboré. Mais le Conseil de l'Ordre, qui est à l'époque quand même présidé par un bâtonnier qui a été député, qui a voté le 22 juillet 1940 les pleins pouvoirs à Pétain, se fait une virginité, lui, en essayant d'accuser qui n'était pas du tout dans cette culture. Pierre Gide était anglophile,
Ses premiers dossiers étaient aux États-Unis, puisqu'il était l'avocat des potasses d'Alsace qu'il a défendu dans une procédure antitrust dès 1921. Bref, il était internationaliste et cosmopolite, pas du tout dans la mauvaise veine du barreau qui, en 1940, s'est distingué, comme on le sait très bien. Oui, on a des archives très ouvertes sur, bien sûr, et lui, sur la prolongation du travail de Robert Badinter sur... magnifique travail de Robert Badinter. J'ai vu Robert Badinter, d'ailleurs, à l'occasion de ce livre. J'ai rencontré beaucoup de personnalités, Jean Veil et d'autres qui m'ont aidé, qui m'ont donné des clés. Robert Badinter, qui d'ailleurs lui-même l'a rencontré, puisqu'il a candidé au cabinet ZID, ce qui est assez curieux, en 1949. Mais ce qu'il faut voir dans ce parcours, c'est là où peut-être il sera un modèle pour les jeunes générations, c'est que c'est un homme qui a d'abord été extrêmement novateur dans le mode de travail, parce que dès le départ, son cabinet était composé de plusieurs avocats. Il n'a jamais travaillé seul. Il ne recevait pas son cabinet, il allait dans les entreprises. Il faut réexpliquer quand même qu'au début du XXe siècle, l'avocat est un homme d'abord et seul. Alors l'avocat, au début du XXe siècle, ils sont très peu nombreux. Ils sont dans leur cabinet, ils ne quittent pas leur cabinet, ils accueillent la clientèle à leur cabinet, et ce sont des hommes. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il a effectivement son cabinet. Mais surtout, il travaille seul, enfin beaucoup. Alors, au début, il travaille seul, et ensuite, il commence à recruter des collaborateurs, et il travaille en équipe. Et ça, il l'a appris à Londres. Il l'a appris à Londres, parce que dans les Inns College, ce qu'on apprend, c'est le travail collectif. Donc, on est à plusieurs, et Jean Loiret et Philippe Noël, qui l'ont rejoint en 49 et en 51, m'ont dit, car je les ai croisés, j'ai beaucoup travaillé avec Jean Loiret, m'ont dit que quand un dossier arrivait, eh bien, à plusieurs, ils en parlaient. Ils n'étaient pas seuls. Et ça, c'est quelque chose d'assez novateur, parce qu'aujourd'hui, dans nos pratiques, nous ne travaillons plus seuls. Et ce qui est assez fâcheux, c'est qu'on a beaucoup parlé de ceux qui ont travaillé seuls et n'ont rien laissé après eux. Je pense à Maurice Garçon, je pense à Paul Lombard, je pense à Tixier-Vinancourt. Lui a laissé... Rien laissé au sein d'un cabinet ou d'une structure ou rien. Quelque chose, oui, on est d'accord. Rien, il n'y a pas de cabinet Garçon, il n'y a pas de cabinet Isorni, il n'y a pas de cabinet Tixier-Vinancourt, mais il y a un cabinet Gilles. Parce que lui, dès le départ, il a voulu que ce qu'il avait fait entre 20 et 40, qui sont ces 20 années de gloire, hein, entre 1920, quand il ouvre son cabinet, et 1940, c'est la star. Il y a une publicité en 1929 où c'est une publicité pour les Buick, les grosses américaines, et il est dit « Faites comme les personnalités parisiennes, roulez en Buick ». Deux points, Pierre Gilles. Donc, il est en 1929. C'est vraiment une star, quoi. Il prend les premiers transats pour aller aux États-Unis. Il s'achète une propriété en 1932 à 10 km de Chartres, dans le petit village de Jouy, qui est une grande propriété qui descend jusqu'à la rivière de l'Eure. Voilà, c'est une star. Et en 40, il maintient son cabinet, il se bat. Il a notamment énormément défendu de juifs. Il n'était pas du tout antisémite. Il n'a pas collaboré. Mais il n'avait pas peur d'affronter l'ennemi. Et donc, il a écrit des protestations, il a agacé les Allemands. Et puis en 1944, il continue le jeu en sens inverse. Il écrit des protestations et il agace cette fois-ci les communistes, qui lui règlent son compte. C'est un très beau tableau, déjà très bien brossé, mais votre biographie est encore plus riche et comporte beaucoup de choses qu'on apprend sur l'histoire du barreau, sur Pierre Gide, sur ce cabinet, mais aussi sur ce qu'est une facette effectivement moins connue de ce qu'est la vie des avocats au XXe siècle. Je voudrais que... Alors on va remonter un peu dans le temps. Plus prestigieux, plus calme. Non, mais... alors, je vais calme, je suis pas sûr, parce que Joseph-Marie Partalis, il a une vie extrêmement dense. Je pense pas que ce soit une vie calme ou de confiné ou de reclus. Oui. Non, c'est un personnage extrêmement important. En écoutant notre confrère parler de Gide, je pense que Portalis, à certains égards, partage un certain nombre de points avec ce que vous venez de dire, par l'importance du personnage et peut-être
la négligence dont on a fait preuve à son égard. Pardon, avant de vous laisser continuer, vous nous donnez ses dates et vous nous précisez son père, pour qu'on s'en démarque une bonne fois pour toutes. Il est né sous l'Ancien Régime, à la fin du XVIIIe siècle. Il décède sous le Second Empire et il est donc le fils du célèbre juriste aixois, Jean-Étienne Marie Portalis, qui est l'un des codificateurs, l'un des juristes à qui Bonaparte a confié la rédaction du Code civil, et c'est sans doute en raison de cette figure un peu tutélaire du père, c'est pas la disgrâce de l'après-guerre, mais c'est sans doute la figure un peu écrasante du père Portalis l'Ancien, qu'il a été finalement assez peu étudié et oublié. Alors c'est un personnage important, qui a traversé absolument tous les régimes, c'est un peu l'idéal type de l'homme du 19e siècle, qui naît sous l'Ancien Régime, décède sous le Second Empire, il sera père de France, sénateur sous le Second Empire, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, en même temps président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, puis premier président de la Cour de cassation. C'est l'un des, je crois que c'est d'ailleurs le mandat le plus long. C'est toujours le mandat le plus long. Encore aujourd'hui, c'est le plus long premier président de la Cour de cassation. Ah oui. Donc un personnage extrêmement important à qui on doit un très grand nombre de propositions de loi, des interventions célèbres dans le débat sur le duel, sur la loi, sur les sacrilèges, en matière religieuse également, on en reparlera peut-être. Et un personnage qui a été négligé et souvent confondu avec son père, par exemple au Panthéon. Les deux hommes sont inhumés au Panthéon et les plaques commémoratives qui leur sont dédiées, eh bien, mélangent des éléments de la vie de l'un et de l'autre. Enfin, voilà, ils ont été bien souvent confondus aussi parce que le fils est l'éditeur de certaines œuvres du père, notamment un traité qu'il a rédigé pendant l'exil révolutionnaire, on en parlera également. Donc un personnage important, négligé, et ce livre il est lié à une vente aux enchères en réalité, une vente aux enchères qui a été organisée en 2012 à Aix-en-Provence. Les descendants de Portalis sont toujours propriétaires de la maison familiale, le château des Prados, qui se trouve près de Bandol, qui produit un excellent vin que je vous recommande, vin rouge, vin blanc de grande qualité. Et dans ce château des Prados étaient conservées les archives familiales du père et du fils, des manuscrits, correspondances, des œuvres inédites, des recueils de consultations, des recueils de plaidoiries également du père. Et ces archives ont été vendues, enfin partiellement vendues aux enchères en 2012. Certaines ont été acquises par l'État, par le ministère des Affaires étrangères, par la Cour de cassation, notamment un manuscrit important du père qui a défrayé la chronique, acheté à un prix assez important. Et donc, il était annoté par Voltaire, je crois, hein, c'est pour ça. C'était un manuscrit qui a été annoté par Voltaire, donc il a été acheté pour un prix assez astronomique. Un manuscrit de Portalis annoté par Voltaire, ça donne envie à tous les bibliophiles, non? Amateurs d'histoire. Donc des manuscrits vendus et mis à la disposition des chercheurs dans les bibliothèques publiques, dans les archives. Et c'est donc, je dirais, d'abord cette vente peut-être qui nous a permis d'accéder à de nouvelles archives qui jusqu'à présent étaient gardées au sein de la maison familiale que Raphaël connaît bien. Et l'objectif aussi de ce livre, c'était un peu, on le disait tout à l'heure en introduction, de renouveler un petit peu l'histoire du droit qui d'une manière générale est tournée vers la technique juridique, vers les institutions. Il y a un renouvellement de la recherche en ce moment en histoire du droit qui se tourne davantage vers la pensée, avec cette idée que derrière les institutions, derrière les techniques, il y a des hommes, comme derrière les cabinets d'avocats, des hommes qui aussi façonnent ces règles, façonnent ces institutions. Donc l'objectif de ce livre, c'était aussi un petit peu de revaloriser la figure de ce personnage important, écrasé par le père, et puis aussi de s'insérer dans ce champ de la recherche juridique, tourné davantage vers les individus, vers les personnes, que vers les règles et les institutions. Très bien. Qu'est-ce qui fait que vous êtes lié à cette maison, Raphaël Cahen, comme le révèle votre comparse? Non, mais disons que... Vous êtes un héritier Portalis? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, moi, je viens du sud de la France et j'ai fait mes études à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Et puis j'ai ma sœur qui a longtemps habité,
parrain aussi d'ailleurs, qui a longtemps habité la rue Portalis à Aix-en-Provence, et donc évidemment Portalis, ça m'a toujours la rue Portalis du nom du père ou du nom du fils? Du nom du père, évidemment. Alors, du nom du père, parce qu'il y a peu de choses du nom du fils, mais il y a quand même une plaque qui a été posée à Aix-en-Provence dans la maison de naissance du fils, donc qui est né en 1778 à Aix-en-Provence. Et donc, quand j'ai commencé à mener des recherches sur Portalis, donc notamment dans le cadre de ce colloque puis livre collectif, j'ai contacté les descendants de Portalis, et donc je suis allé plusieurs fois chez eux, toujours très bien reçus. Ils m'ont toujours installé d'ailleurs dans une très belle... Donc dans cette bâtisse qui s'appelle Château Prado, mais comme je racontais avant l'émission, c'est pas du tout un château somptueux, c'est juste une belle bâtisse provençale qui date donc du XVIIIe siècle et qu'ils ont conservé, et donc ils m'ont reçu toujours à l'intérieur de cette bâtisse avec la baie de Naples en tableau magnifique tout autour de cette salle, et parce qu'ils ont conservé donc pas mal de papiers, puisque tout n'a pas été déjà mis à la vente et tout n'a pas été vendu, et donc j'ai pu avoir accès à un certain nombre d'inédits. Alors ce qu'il faut aussi rappeler peut-être sur le personnage, qu'il a commencé sa carrière en réalité comme diplomate. Donc les Portalis père et fils ont été émigrés sous le Directoire. Ils sont partis d'abord en Suisse. Oui, il y a plusieurs... il a quelques difficultés lui aussi. Il y a l'émigration, il est chassé du Conseil d'État un peu plus tard. Enfin voilà, il n'a pas une vie totalement linéaire. Il part en immigration, donc il reste dans le Holstein, où ils sont là aussi, dans un château, et ils séjournent pendant 2 ans. Et d'ailleurs, le fils Portalis rencontre sa future épouse, Ina de Holk, une Danoise, qui va épouser après dans son premier poste, au moment de son premier poste diplomatique, justement près de Dresde, en 1801. Et donc, alors qu'ils sont déjà rentrés en France, ils ont été retirés de la liste des immigrés, et donc il commence une carrière de diplomate qui va durer que 5 ans, et puisqu'il avait appris l'allemand, évidemment, en immigration, à la différence de son père. Il avait appris la langue qu'il maîtrisait assez bien, donc il a été envoyé en poste diplomatique à Dresde, à Berlin, et ensuite au siège du Saint-Empire romain germanique qui se termine. Et il a toujours gardé un lien avec le ministère des Affaires étrangères, parce qu'à la toute fin de sa vie, donc au Second Empire, il va faire partie d'un comité qui s'appelait le comité consultatif du contentieux au sein du ministère des Affaires étrangères, et qui était l'ancêtre du département de droit international du ministère. Et il était président de ce comité, et donc il traitait toutes les questions de droit international. Et d'ailleurs, c'est vrai que là aussi, en lien un peu avec avec Pierre Gide et le XXe siècle, c'est vrai que déjà au milieu du XIXe siècle, il y avait des cabinets d'avocats tout de même internationalistes qui ont commencé à se spécialiser sur des questions de droit international et qui rédigeaient des consultations justement. Et souvent dans les cadres de ce comité, on retrouve dans les archives des consultations par des avocats sur des questions de droit international, et qui sont déjà dans les ancêtres un peu de cabinets d'affaires internationales, même s'ils n'ont pas évidemment encore la forme que ça va prendre au XXe siècle. On y apprend alors énormément de choses. Alors ce sont des actes de colloque à l'origine, ça ressemble à des actes de colloque, mais enfin pour moi c'est une biographie, parce que comme c'est un personnage qu'on ne connaît qu'en creux, et puis comme ça se décline alors avec des centres, des thèmes, mais malgré tout on peut le lire de façon presque chronologique, comme une vie de ce Portalis, avec le haut magistrat, le penseur, le législateur, le diplomate, ce penseur des relations internationales, le Portalis et les cultes, parce qu'il est ministre... il a été secrétaire général du ministère, après son père était le premier ministre des cultes de l'Empire, et au décès de son père, il va administrer le ministère pendant quelques mois. En fait, quand il rentre, après sa dernière mission diplomatique en 1805, il assiste son père qui est aveugle, qui avait été opéré de la cataracte, mais qui perd la vue. Et donc il assiste son père pendant 2 ans. Et pendant un très court moment, il prend l'intérim du ministère, mais ensuite Napoléon pensait qu'il était encore peut-être un peu trop jeune pour devenir ministre. Parce qu'à ce moment-là, il avait, je crois pas, encore 30 ans.
Très bien. Il a une carrière évidemment napoléonienne ou bonapartiste, entre guillemets, dans une première partie. Oui, au début, il est très Napoléon. J'ai eu accès notamment au Château Prado, aux lettres qu'il écrit à son père, justement, entre 1800 et 1805. Et dans ces lettres, c'est vrai que là, on sent qu'il est très déférent sur Napoléon, très admiratif de Napoléon. Ça va évidemment un peu changer au fur et à mesure, d'autant plus après la fameuse séance du Conseil d'État où il est renvoyé, il repart en Provence pour 2 ans. Il va d'ailleurs être en un temps en charge de l'Académie des sciences et des lettres d'Aix-en-Provence à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on n'a pas, qui ne sont pas dans le livre, justement. C'est vrai qu'on parle très peu de son rôle dans les académies. Il est pendant très longtemps aussi à l'Académie des sciences morales et politiques à Paris. On ne l'évoque pas du tout. Il s'occupe à un moment donné du procès Fieschi, de l'affaire Fieschi. Dont nous avons de très belles archives, sur lesquelles nous avons de très belles archives au musée du Barreau. On n'en parle pas du tout non plus. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre qu'on n'a pas du tout. Ne dites pas qu'il n'y a pas de choses dans votre livre. Il y a énormément de choses dans votre livre. Il y aura forcément une deuxième journée de colloque ou une deuxième session pour traiter de tous ces pans. Mais qu'est-ce qui fait que tous les deux, alors vous êtes historien du droit, historien des idées, mais vous fondez sur ces archives. Qu'est-ce qui a justifié qu'est-ce qui justifie que vous bifurquiez vers ce... À part la vente aux enchères, j'entends bien, mais si on devait se précipiter pour écrire des livres, chaque fois que des choses passionnantes passent aux enchères, surtout quand on n'en est pas soi-même l'acquérisseur. Il y a beaucoup d'accidentels dans ce livre. Je crois qu'il y a d'abord Raphaël est un spécialiste du 19e siècle. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste du 19e siècle. Par formation, je suis spécialiste du Moyen-Âge et du second Moyen-Âge. Donc, je suis absolument... Le 19e siècle, j'y suis entré tardivement. Et donc, je suis d'abord, en revanche, bibliophile et collectionneur de livres anciens et de manuscrits. Et donc, je fréquente beaucoup les salles de vente. Donc, ce livre et ce colloque, en ce qui me concerne, est d'abord une entreprise accidentelle. Une frustration d'enchérisseur. Non, parce que j'ai acheté. Non. Et c'est plutôt la folle enchère. C'est le résultat de la folle enchère, exactement. Pour moi. Associé au talent du spécialiste du 19e siècle. Très bien. Bon, mais c'est une très bonne idée. Alors, mais effectivement, les archives, alors aujourd'hui, elles sont au ministère des Affaires étrangères, à la Cour de cassation, qui a des collections merveilleuses, et avec ce seul défaut que, évidemment, pour y avoir accès, en temps normal, c'est toujours un peu compliqué. Non, mais on y a accès, parce qu'il y a une politique nouvelle depuis quelques années d'ouverture des archives, avec la nomination d'un conservateur. Pendant très longtemps, il y avait un trésor qui était assez peu accessible. Il y a toujours cet inconvénient d'exposition qui ne sont réservées qu'au public. Ça a été réparti dans plusieurs institutions. Il y a aussi la bibliothèque de la faculté de droit d'Aix-en-Provence qui a acheté un petit peu. Les archives municipales d'Aix-en-Provence, les archives départementales des Bouches-du-Rhône et aussi les archives départementales du Maine, Angers comme du Maine, puisqu'il a été aussi pendant 2 ans à la cour impériale d'Angers, justement à la fin de son exil, à son retour en grâce à partir de 1813. Vous me donnez des idées parce que moi je me suis retrouvé à la fin de mon livre avec ces 30 cartons de Pierre Gide, avec des choses vraiment très très intéressantes historiquement qui n'ont jamais été ouvertes par personne. Tout était refermé, vraiment cloisonné, parce que après son décès, ça a été le business, l'activité, ses associés, le développement, la création de bureaux internationaux, etc. Et le passé était englouti et perdu. Et là, je me retrouve avec 30 cartons, j'en ai parlé déjà à mes associés, et j'aimerais faire quelque chose de ça, effectivement. Parce que je pense que ce que vous avez dit m'a beaucoup frappé, le fait que dans l'histoire du droit, on se tourne aujourd'hui vers d'autres sujets que le seul droit, et notamment les acteurs, notamment les institutions, mais pas au sens figé du terme, comme on l'a appris, les institutions politiques, etc. Et je trouve que des histoires d'avocats, il n'y en a pas beaucoup, des biographies d'avocats, il n'y en a pas beaucoup, la connaissance du métier, il n'y en a pas beaucoup. Alors on sait qu'il y a eu des personnalités, mais en réalité, comment elles se forment, comment elles se rencontrent, quels sont leurs milieux, quelles sont leurs souffrances. On sait que Maurice Garçon, à la fin de sa vie, il vendait ses livres pour vivre, parce qu'il n'avait pas de retraite.
On sait que d'autres, par exemple Jean-Denis Bredin, a aidé son beau-père, Jean Lemaire, jusqu'à ses derniers jours. Henri Poincaré écrivait des articles dans des revues assez triviales pour vivre, parce qu'il n'avait pas de retraite. Et cette vie-là des avocats, on ne la connaît pas. Alors Pierre Gilles a été très gâté, parce que quand il décline, en 1962, Jean Loirette et Philippe Noël, qui sont ces deux jeunes associés, beaucoup plus jeunes de que lui. 40 ans leur cadet, et qui ont fondé en 1957 Gide, Loirette, Noël, décident, Loirette et Noël, de promettre à Gide une retraite dont le montant est équivalent à la retraite, à la rétrocession d'un député. Alors ils imaginent ça, pourquoi? Parce qu'ils se disent que comme les députés s'indexent toujours sur la cherté de la vie, notre Pierre Gilles ne souffrira pas. Il est un cas unique. Tous les avocats, dans les années, au milieu du siècle, finissent miséreux et absolument même les plus grands. Oui. Et ils terminent très âgés, très fatigués, etc., etc. Et ça manque. Et moi, je me réjouis à votre rencontre, tous les deux historiens, mais vous aussi confrères, que ce champ d'analyse s'ouvre. Et l'un des critiques qui a remarqué mon livre, un universitaire de Strasbourg, l'a écrit ça. Il dit il y a vraiment un pan d'histoire à faire sur ces métiers d'avocat. D'autant plus que beaucoup de jeunes qui sortent des facultés de droit aujourd'hui ne veulent pas être magistrats, sont pas trop passionnés par le poste de juriste d'entreprise. L'université, pardon, ne fait plus rêver comme avant, alors qu'avant c'était magnifique. Moi j'ai beaucoup aimé mes débuts dans l'université, et ils veulent être avocats. Et quand ils veulent être avocats, franchement, pour 95%, ils veulent être avocats d'affaires. Parce qu'ils veulent conseiller des entreprises. Et quand vous entrez au palais de justice de Paris, devant la porte qui donne l'accès, permet l'accès à l'ordre des avocats, vous avez 5 médaillons. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, j'en ai fait poser un pour Maurice Garçon. Voilà. Vous avez 5 médaillons. Vous avez Gaston Monnerville, vous avez évidemment Pierre Masse, Moreau Jafferi, Garçon et Charpentier, pardon. À Chardonne. Jacques Charpentier. Jacques Chardonne, c'est une autre affaire. Voilà. Pas très loin de Chardonne, d'ailleurs. D'accord, voilà. Et les 5 là, c'est très intéressant. Les 5 là, d'abord, 5 hommes, pas une femme, 5 avocats traditionnels, pas de cabinet collectif, et 5 avocats des questions civiles, et pas avocats d'affaires. Donc vous avez une sorte de maintien d'une représentation complètement hors sujet par rapport aux ambitions, aux vocations actuelles de la jeune génération d'avocats. Et c'est... Voilà. Alors, je vais quand même sur Maurice Garçon, parce que je suis le responsable de la pose de ce médaillon. Qui a été très discuté. Oui, qui a été discuté, bien sûr, mais parce que là aussi c'est un parcours intéressant et qui, on va dire, qui n'est pas véritablement philosémite au début de la guerre et qui change complètement, on le sait maintenant par la publication de son journal, qui change complètement d'attitude. Journal fabuleux. Journal fabuleux, et c'est parce que nous avons exposé son journal et justement tous les volumes, y compris tous les volumes inédits, que la famille nous a prêté toute sa correspondance, ses lettres extraordinaires avec André Breton, avec Colette, avec Maurice Chevalier, enfin c'est des très grands peintres, ses numéros de tours de magie, des choses absolument incroyables, et ses aquarelles absolument extraordinaires qu'il faisait aux audiences. Il peignait pendant les audiences, et il a peint, il est allé notamment à Nuremberg, assister pendant 1 an au débat. Il n'était pas avocat, hein, il était en qualité de simple, on va dire dans le public, et il a fait des aquarelles qui représentent tous les bourreaux nazis jugés les uns après les autres. Ah bon? Donc c'est pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et comprendre lui-même pourquoi il avait changé de position, était si ému et avait, comme on le voit dans son journal. Donc on a fait cette exposition, et comme on a bénéficié de beaucoup de dons de la part de la famille, de son épée d'académicien en passant par les archives, il nous semblait absolument légitime de pouvoir rajouter un médaillon à son effigie. Mais vous avez raison, on pourrait faire beaucoup de médaillons, y mettre des avocates, et y mettre des avocats d'affaires, ou des avocates d'affaires aussi, et beaucoup d'hommes et de femmes de droit. Le barreau moderne est un barreau d'affaires plus qu'un barreau civil. L'activité d'avocat moderne, elle est collective et pas personnelle. On parle d'autres langues que le français. On fait tous les droits possibles et pas le seul droit civil. C'est-à-dire, on fait ce que Gide imaginait de faire il y a un siècle.
Alors, et pour terminer, pardon, sur cette remarque très juste, mais je me permets aussi simplement de vous plaider qu'on est au palais de justice contre le mur de la cour d'assises et qu'a priori on y rencontre plus de pénalistes. Voilà. Mais le hasard a voulu qu'il n'y ait pas eu de médaillon pendant très longtemps. Et peut-être qu'il faudrait reprendre cette idée, mais il faut trouver quelques sous pour en poser, chers confrères et chers confrères à double titre, comme auteur et comme avocat. Bien sûr, Thierry. En ce qui concerne le Portalis, président de la Cour de la Chambre criminelle, est-ce qu'il a marqué la Chambre criminelle? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui ressortent de sa présidence? Est-ce qu'il y a... On a dans les archives de Portalis un certain nombre de comptes rendus d'audience, de notes d'audience, mais également il s'occupe aussi beaucoup de la discipline au sein de la Chambre, auprès des magistrats. Il y a un chapitre dans l'ouvrage qui est consacré à sa présidence à la Chambre criminelle, qui est une présidence audacieuse, marquée par des avancées de la jurisprudence de la Chambre criminelle, de la Cour de cassation, notamment en matière de duel, sur le duel qui fait l'objet de débats importants dans la première moitié du... Ça s'appelle les audaces d'une présidence, pardon, le chapitre. Donc il y a des avancées, 1824-1829. Exactement. Pardon, je vous laisse reprendre. Mais les archives, finalement, on obtient effectivement quelques informations sur le contenu matériel de la jurisprudence qui évolue sous sa présidence, mais en vérité c'est davantage sa première présidence de la Cour de cassation qui a marqué le fonctionnement de la Cour à un moment où elle se réforme. Et sur la procédure pénale, il n'a pas forcément influencé la procédure pénale, pas forcément la Chambre criminelle. Sur l'aspect procédural, non. D'accord, c'était pour savoir. Et j'ai une question pour Gide. Je m'interrogeais, est-ce que dans votre ouvrage vous traitez donc de cette période de la guerre de manière abondante? Oui. Parce que c'est un champ, là aussi, de l'histoire juridique au sens large, qui est quand même assez peu exploité en France. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en Allemagne à partir des années 70-80, et c'est un travail en France finalement qui a été assez délaissé, qu'il est moins depuis une dizaine d'années. Il y a quelques travaux sur l'histoire de la justice, sur l'histoire de la pensée juridique, mais... Vous avez vraiment tellement raison que, comme ces difficultés personnelles naissent en 1944, forcément, on est interrogé sur le rôle qu'il joue entre 1940 et 1944. Et il y a eu une abondance d'ouvrages sur l'occupation, bien évidemment. Et chaque fois que vous cherchez avocat, ou Gide, ou telle personnalité du barreau dans cette période, vous ne trouvez rien aux index. Vous ne trouvez rien d'écrit. C'est absolument stupéfiant. Il y a eu des ouvrages spécialisés sur l'occupation, sur les intellectuels, sur les politiques. Même dans un temps récent, la collaboration économique, qui est une catégorie juridique, une catégorie éditoriale qui s'est comme ça imposée il y a peu de temps. Mais, alors, les notaires, il y a eu un ouvrage spécifique sur les notaires durant la Seconde Guerre mondiale, mais pas les avocats. Et c'est quand même très étonnant. Non, mais parce on y viendra. Sachez qu'on a, nous, à l'occasion du centenaire de 14-18, nous avons mis en ligne et créé un site spécifique sur les fiches des avocats tous les avocats du barreau de Paris. Mais 14-18. 14-18, mais parce qu'il n'avait déjà pas été fait. Et 39-45, nous y venons peu à peu. Il faudra le faire, parce que ce qui m'a étonné, moi, c'est que... Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai lu les mémoires d'Edgar Faure. Et Edgar Faure était avocat. Et en 1940, Edgar Faure raconte dans ses mémoires « Je monte à Paris, j'ouvre mon cabinet ». Garçon, dans son journal, Maurice Garçon dit « Je monte à Paris, j'ouvre mon cabinet ». Pierre Gide écrit à Max Fobb, un avocat de Sullivan & Cromwell, qui est à Madrid « Je remonte à Paris, j'ouvre mon cabinet ». Pierre Masse ouvre son cabinet aussi. C'est-à-dire que vous avez quantité d'avocats qui, en 1940, vont continuer d'exercer leur métier d'avocat et vont défendre des personnes physiques et des personnes morales, notamment pour Pierre Gide. Et tout ça n'a pas été dit, n'a pas été... Mais excusez-moi, mais comment on a des relations avec les autorités allemandes en 1940 ? Comment ça se présente, ces relations avec les autorités allemandes ? Alors, Pierre Gide... Parce que c'est compliqué quand même. Bien sûr. Pierre Gide a un premier dossier qui lui tombe en septembre 1940. Eugène Mirabeau, dont j'ai parlé tout à l'heure, président de la Banque Mirabeau, une grande banque protestante, détient les mines de Bor en Yougoslavie, l'actuelle Serbie. Et les Allemands convoitent
de cuivre et veulent acquérir les mines de bord. Donc ils font une proposition via la commission de l'armistice à Eugène Mirabeau, et Mirabeau, qui a comme avocat Pierre Gide dans l'entre-deux-guerres, l'appelle. Et Pierre Gide fait un premier acte. Il écrit une protestation contre la volonté de spoliation des mines de bord qu'il remet au directeur général de la Compagnie française des mines de bord, que celui-ci va remettre au général Huttinger, qui va reprendre le texte en protestation officielle de la commission d'armistice contre les autorités allemandes. Acte 1. Il prend beaucoup de risques à ce moment-là. Il écrit un document pour son client et il proteste contre une spoliation. Acte 1. Puis il disparaît, et puis Mirabeau doit négocier un prix, etc. Et ils reviennent le voir en décembre 1940, 4 mois après. Il lui dit, ça y est, on a trouvé un accord avec les Allemands, faites-nous les actes d'exécution. Et donc il y a 2 contrats qui sont les actes d'exécution de l'accord qui est intervenu entre les Allemands et les Mirabeau, et les actes d'exécution sont dans les 30 cartons de Gide. Je les ai vus. Ce sont des actes très bien écrits, etc., etc. Et c'est fini. Ce dossier est fini. Alors il en aura d'autres. Il va sauver des gens, etc., etc. Mais en 1944, un des premiers à être inculpé dès août 1944, et envoyé à Fresnes, c'est Eugène Mirabeau. Parce que les communistes prétendent qu'en vérité, entre septembre 40 et décembre 40, Gide n'est pas là, il était aux 2 extrêmes, mais entre les deux, il a passé un accord avec les Allemands. Donc, les communistes décident d'attaquer Eugène Mirabeau. Et immédiatement, Eugène Mirabeau appelle Pierre Gide pour le défendre. Et il écrit une protestation, cette fois-ci, contre le gouvernement en place, en disant, etc., etc. Ce qui est fascinant chez Pierre Gide, c'est que de 40 à 44, pour répondre précisément à votre question, il a le toupet, voire la naïveté, l'incrédulité, d'utiliser des arguments juridiques face à des gens qui sont les futurs bestiaux qu'on va connaître. Mais il écrit, et il écrit sans se démonter. Et notamment, dans tous les dossiers de personnes physiques, il va avoir le soutien d'un homme très précieux. C'est un avocat du barreau de Strasbourg, Jean Burguburu, qui est le père de notre ancien bâtonnier Jean-Marie Burguburu, qui est un ami, un de mes anciens associés. Et Jean Burguburu, qui arrive à l'automne 40, qu'il a refusé de continuer son métier d'avocat sous les Allemands en Alsace, qui elle n'est pas occupée mais annexée, mais lui parle allemand. Et donc tous les dossiers pénaux de personnes physiques où il faut plaider devant les tribunaux allemands, c'est Jean Burguburu, pour le compte de Pierre Gide, qui le fait. Et alors, évidemment, on se dit souvent avec le recul, j'ai participé à des débats à l'occasion de la sortie du livre, les gens disent mais il ne fallait pas être avocat durant cette période, pourquoi fallait-il rester, etc., etc. Et puis il a eu des honoraires, on imagine, mais s'il n'avait pas été là, moi j'ai reçu à l'occasion de la sortie de ce livre un mail absolument stupéfiant. Il y a un écrivain new-yorkais qui écrit actuellement sur 2 résistantes juives américaines dans la période 40-44. Et comme le site Atlantico a publié des extraits de mon livre, en lisant le site Atlantico, il a reconnu l'une des 2 personnes. Donc il m'écrit et il me dit, c'est vrai que Pierre Gide était son avocat. Et je lui ai dit oui, pouvez-vous m'envoyer le dossier? Et en fait, ce sont des petits dossiers en papier, il y en a à peu près 80-90, et ils sont dans des chemises en papier. Sur la chemise en papier, il écrit le nom, le démarrage du dossier, les faits de procédure et l'issue. Et dedans, il met tout, il glisse tout. Et vous en avez 80 comme ça. C'est un trésor inimaginable. Et ce métier-là, ce rôle qu'il a, moi j'estime qu'il était indispensable. Certes, c'était magnifique d'être à Londres ou en Afrique du Nord. Mon père s'est engagé à 18 ans en Afrique du Nord. Bon, il n'avait rien à perdre et tout. Mais ces gens qui ont été là, et Garçon a été avocat durant toute la période aussi. Garçon était durant toute la période. Est-ce que vous pensez que ça procède d'une résistance intellectuelle? Oui. Parce que moi, je l'assimilerais bien à une résistance intellectuelle. Absolument. Alors, d'abord, prendre des risques, mais c'est quand même... D'abord, il était farouchement français. Son père était colonel de l'armée de la Royale.
il était farouchement français, et c'était sa façon à lui de résister. Quand, en outre, et ça je l'ai vérifié aussi, il a commis des actes de résistance physique, parce que quand il partait les week-ends dans sa villa, à Jouy, l'Eure a été un vrai territoire où les parachutistes, il y avait des parachutages de britanniques, et il a joué un rôle aussi là-dessus, ainsi que un rôle très très amusant que j'ai retrouvé. Il faisait parce que les résistants n'avaient pas de bons pour manger, et ils étaient dans des caisses, dans des tiroirs fermés à clé des mairies. Donc ils faisaient des cambriolages de mairie. Alors il prenait le secrétaire de mairie, il l'attachait, mais enfin évidemment il lui faisait pas mal, et il volait donc les tickets de ravitaillement pour le donner aux résistants. Et dans l'un des cambriolages, Pierre Gide laisse un gros billet de 500 francs en disant « bien à vous ». Enfin vous voyez, un peu, c'était... Non, il s'est battu physiquement et il s'est battu intellectuellement. Et l'argument du droit, franchement, c'est stupéfiant, quoi. L'argument du droit face aux autorités allemandes, et d'ailleurs il y a une réponse de l'Allemand qui est en charge de la spoliation, de l'achat des mines de bord, qui dit « on n'en a rien à faire de vos arguments juridiques, on ira juger ». Bon. Ça me semble une parfaite conclusion pour cette conversation, parce que après, vous pouvez raconter ou réciter tout le livre, mais on en a déjà une bonne part. On attend de vous éventuellement la publication des 30 cartons d'archives ou la mise en ligne. Non, ce sera des universitaires. Voilà. Non, ce sera des universitaires. Ce sera des universitaires. Je voulais vous remercier tous les quatre quand même de vous être prêtés au jeu de cette audition, en parcourant le 19e siècle, le 20e siècle, en allant jusqu'au 21e siècle. Pour mémoire et pour lecture, le livre de Michel Guénère s'appelle Pierre Gide, une vie d'avocat chez Perrin. Celui de Thierry Chevillard, commis d'office, chronique de garde à vue chez Mareuil Éditions. Et nos deux amis, Raphaël Cahen et Nicolas Laurent Beaune, publié Joseph-Marie Portalis, diplomate, magistrat et législateur aux presses universitaires d'Aix-Marseille, dans le cadre de l'année de Napoléon. Mais on attend de vous le tome 2 ou la deuxième journée de colloque pour aborder Portalis à l'Académie, Portalis dans les académies, Portalis et la vie intellectuelle, beaucoup encore de champs de recherche et de champs de travail. Merci à tous les quatre. Merci aux Nôtes de Paris qui nous filment, à la Société des Amis du Musée du Barreau. Et puis je vous indique que la prochaine audition du Musée du Barreau sera enregistrée le 25 mars, avec cette fois que des avocates, pour changer ou alterner un peu. Nathalie Heinich, Julia Minkowski et Elisa Rojas, voilà, toutes les trois auteurs EURES, ou autrices de livres récemment parus sur la vie d'avocate, mais une vie ou récompensée ou en tout cas largement littéraire. Voilà, merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.